Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire que j'ai intitulé Quel isolant choisir pour ma copropriété? Alors, je vous propose tout simplement, pour commencer, de bien veiller à éteindre vos caméras et d'éviter justement de veiller à ce que le micro soit bien coupé, ce qui permettra justement d'assurer le confort de tous et de pouvoir s'entendre. Et puis également parce que le webinaire sera rediffusé par la suite. Donc voilà, pour des raisons de droit à l'image, euh, l'idée c'est de veiller à effectivement ce que tout soit bien éteint. Alors, au sujet du webinaire du jour, l'objectif qu'on a affiché, il est triple, hein. Il est de vous aider à monter en compétences sur un sujet qui est quand même relativement technique, hein. Donc, lorsqu'on parle d'isolation, on ne sait pas toujours à quoi on s'en réfère. Et puis également de vous faire partager des retours d'expérience justement de projets ayant recours à des solutions d'isolation innovantes, et puis de vous permettre tout simplement d'intégrer ces solutions-là dans votre projet de rénovation en cours ou à venir. Alors, au niveau pour recontextualiser, pardon, l'objet de ce webinaire, l'idée c'est de vous dire qu'aujourd'hui l'heure est à la sobriété énergétique, hein, puisque on le voit avec le plan de relance et on le voit aussi avec de nombreux effets sur l'environnement qui se produisent jour après jour. J'entends par là le réchauffement climatique qui se répercute de plusieurs manières dans notre environnement, par des incendies, notamment on l'a vu dans le Pantanal, au Brésil, en Russie, aussi avec le permafrost qui a été touché, ou encore un peu plus récemment avec les incendies dévastateurs en Californie, où on voit donc sur cet écran en haut à droite l'image apocalyptique de San Francisco, donc sous les incendies. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les canicules à répétition et de très forte intensité qui posent de plus en plus le problème, le problème de la notion de confort, qui impose de plus en plus la notion de confort d'été dans les logements. Et cette notion, justement, elle est incarnée aujourd'hui par de nouvelles solutions d'isolation qui s'imposent petit à petit euh, dans le paysage justement de l'isolation. Donc on entend de plus en plus parler de matériaux biosourcés, d'isolants biosourcés. Donc aujourd'hui, on va mettre un petit peu l'accent justement dessus. Et puis l'idée, c'est d'en parler, de voir quelles sont aussi, en quoi ces solutions consistent, comment elles peuvent justement vous permettre d'améliorer, de travailler sur ce confort. Euh, Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de voir aussi au niveau financier comment elles peuvent être mises en place. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'au niveau du département de l'Essonne, on a l'avantage d'avoir un département qui est assez moteur sur ces sujets-là et qui peut proposer d'intégrer des bonus écologiques pour des copropriétés qui mettent en œuvre une isolation avec ce type de matériaux. Voilà. Un dernier point, on retrouve de plus en plus ces isolants-là dans la nouvelle réglementation environnementale qui va paraître, alors qui devait paraître en 2020, la fameuse RE 2020, mais finalement qui paraîtra un peu plus tard. Donc je parle sous le contrôle de ma collègue Diane. Et puis, donc, dans le cadre de cette réglementation environnementale, on aura effectivement tout un chapitre tout un aspect qui sera accordé sur la prise en compte de la nature des matériaux biosourcés dans les opérations de construction neuve ou de rénovation. Voilà. Le dernier point, c'est le dernier point aussi est de l'intérêt de travailler et de s'intéresser à l'aspect confort de votre copropriété. C'est aussi le fait, ça part d'un constat en fait, hein, le bâtiment qui est aujourd'hui en France le premier consommateur d'énergie, hein,
Donc, ils représentent 45% de l'énergie finale consommée et plus de 24% des gaz à effet de serre émis. Donc, on est sur un secteur qui est particulièrement énergivore et forcément émetteur en CO2. Alors, au niveau justement du bâtiment et des isolants biosourcés, on a un retour d'expérience qui est déjà assez intéressant puisque sur des opérations qui ont déjà été mises en œuvre, des opérations qui intègrent le recours aux isolants biosourcés, on a un chiffre. Ce chiffre, c'est 425 tonnes équivalent CO2 qui auraient été stockées grâce au recours de ces fameux isolants dans les opérations de rénovation ou de construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type de solution peut permettre de réduire tout simplement l'impact environnemental du secteur du bâtiment. Et pour vous retranscrire un petit peu ce chiffre, 425 tonnes équivalent CO2, ça peut équivaloir à un aller-retour, enfin 245 allers-retours Paris-Los Angeles pour un voyageur. Donc, on voit qu'en fait, ça a une certaine importance et tout de suite, en retranscrivant ce chiffre par cet exemple, c'est tout de suite plus parlant. Au niveau de la définition des isolants biosourcés, de quoi on parle? On parle d'un matériau qui peut être entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières d'origine biologique. On a aujourd'hui 3 filières bien identifiées, la filière sylvicole, la filière du recyclage, avec notamment la ouate de cellulose que vous connaissez peut-être, et puis la filière agricole, notamment en Essonne, où elle est particulièrement importante et caractérisée par la culture du chanvre, une culture qui peut permettre d'obtenir des produits isolants, ou alors encore du papier, du tissu, ou même permettre de réaliser des routes, donc avec des propriétés justement diverses. Et pour poursuivre cet exemple, on a en Essonne un acteur local qui est particulièrement justement important là, sur la transformation du chanvre. C'est la société Gatti Chanvre, justement. Voilà, je pense avoir été complet. Pour poursuivre justement sur ce sujet-là et rentrer un petit peu dans le détail, je vais laisser la parole à ma première invitée qui va pouvoir justement vous parler de l'ensemble des isolants type biosourcés qui peuvent exister sur le marché et de vous donner quelques clés pour pouvoir justement mieux les valoriser au sein de votre projet de rénovation. Donc, en ce qui la concerne, c'est une professionnelle du bâtiment avec une sensibilité sur la plupart de ces matériaux. Elle est également architecte conseiller au sein du CAE du 91, qui, au même titre que l'ALEC, forme, sensibilise tout un panel de cibles, hein, des particuliers, des professionnels ou encore des collectivités, et qui est composé aussi dans une large mesure d'une équipe d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes. Voilà. Charlotte, est-ce que j'ai été complet sur le CAE? Oui, parfait. Voilà. Bon, ben, je laisse la parole à Charlotte Cower du CAE 91. C'est à toi. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, effectivement, tu as très bien résumé le CAE, donc, qui est la structure depuis laquelle je parle. Donc, c'est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement de l'Essonne. Ça ne dit pas grand-chose aux gens, mais c'est une structure qu'il y a dans chaque département, qui est une structure privée financée par dotation publique d'État. Et donc, nous sommes architectes, urbanistes et paysagistes. On permet d'accompagner les collectivités principalement, mais aussi les particuliers dans des projets de construction et de rénovation. Là, pour aujourd'hui, la copropriété n'est pas notre cœur de métier, mais par contre, je vais quand même pouvoir vous transmettre la posture des architectes par rapport à la rénovation, notamment la rénovation du bâti et bâti ancien, parce que les biosourcés sont particulièrement pertinents dans tout ce qui est bâti ancien. Et donc voilà, j'aurai une posture qui n'est pas de spécialiste sur les biosourcés, ni spécialiste sur les copropriétés. D'abord, il ne faut pas confondre une rénovation avec des biosourcés et une rénovation écologique.
puisque le biosourcé, c'est une partie d'une démarche écologique, mais cette démarche, elle comprend aussi une conception bioclimatique, c'est-à-dire qui optimise les apports solaires par la forme du bâtiment, qui utilise intelligemment les courants d'air, etc. Une rénovation écologique, c'est aussi des matériaux éventuellement réemployables en fin de vie ou recyclables facilement, avec la notion des déchetteries déjà saturées, etc. Donc, c'est une conscience globale de tous les impacts sur les déchets. C'est aussi une conception qui mettrait l'humain et l'artisan au cœur des préoccupations plutôt que la machine et la pénibilité du travail. Et enfin, c'est privilégier l'habitat passif et l'habitat actif, c'est-à-dire que chaque usager du lieu sache comment optimiser sa qualité thermique et hygrométrique en fermant les volets, en ouvrant les fenêtres, enfin, c'est du bon sens, hein, en adoptant des gestes consciemment, plutôt que s'en remettre systématiquement, en tout cas, uniquement à des machines qui vont peut-être l'éloigner de la compréhension de toutes ces choses qui lui permettent de savoir comment être bien dans son habitat. Donc tout ça, c'est les objectifs idéaux pour un parc de bâti moins énergivore, moins toxique pour l'humain. Mais dans tous ces objectifs qui visent à aller vers cette nécessaire transition énergétique, on voit que les matériaux biosourcés ont fort à faire. Ils peuvent jouer un très grand rôle pour une grande partie de ces exigences. Donc les matériaux, comme l'a dit Mathieu, biosourcés sont des matériaux provenant de la biomasse animale et végétale. Et non pas les matériaux provenant des minéraux sont exclus parce qu'ils sont en quantité finie et non renouvelables sur Terre. Donc, c'est uniquement biomasse animale et végétale. Et par contre, pour qu'il joue ce rôle, il faut aller au-delà de l'appellation biosourcé, parce qu'en définition, biosourcé, c'est très large. Si un matériau a uniquement 0,1% de matière de la biomasse dans sa composition, il peut avoir l'appellation de biosourcé. Donc, il faut être... on est d'accord que quand on parle de biosourcé, on espère, si on veut vraiment avoir un vrai impact sur la consommation d'énergie, on aille vers des biosourcés, on va dire, avec des gros pourcentages de matériaux de la biomasse. Dans le cadre de la copropriété, là, le sujet se resserre largement puisque la rénovation en copropriété fait face à de nombreuses complexités. C'est pour ça qu'il y en a très peu aujourd'hui. Donc, je vais parler là sous le prisme, comme je lis, de l'architecte et non du spécialiste des copropriétés. Le prisme de l'architecte, ça va être celui qui s'attache à comprendre à l'échelle globale, à l'échelle individuelle aussi, le bâtiment, et sous son angle technique, mais aussi sous son angle patrimonial et esthétique. Et là, on va comprendre que c'est plus délicat puisque l'ITE, qui est la rénovation globale des immeubles en copropriété, qui préconise souvent une isolation par l'extérieur, est difficilement compatible avec la question du patrimoine. La position de l'architecte, c'est celui qui ne peut pas sortir des calculs savants, mais qui va s'attacher au vécu et à la perception des usagers avant, pendant et après la rénovation. Je dis cela parce que dans le monde de la rénovation, il y a ce qui se calcule et ce qui ne se calcule pas. Et tout au moins, sur ce sur quoi aujourd'hui, on n'a pas encore, en tout cas, de prise ou de chiffres sur lesquels s'appuyer. Il y en a peut-être, et ça évolue. On va en parler tout à l'heure avec Laurent, puisqu'on travaille sur une expérience pour améliorer nos données sur certains calculs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, par exemple, pour rénover un logement thermiquement, il faut améliorer les performances de ses murs, de ses portes, des fenêtres, toiture et plancher bas. Améliorer les performances d'une fenêtre pour un ingénieur, c'est changer de fenêtre et passer en triple vitrage. Mais pour un architecte, ça peut être aussi de garder la très belle fenêtre 18e et la doubler. Phoniquement et thermiquement, c'est très intéressant, mais en termes de subvention et de calcul de performance, c'est un casse-tête. Voilà ce à quoi ressemble le biosourcé pour l'architecte, c'est-à-dire que c'est parfois des solutions avec une intelligence de l'habitat qui est difficilement compatible avec les procédures de décision syndicale, les modes de calcul thermique et les modes d'attribution de subventions. Mais sur tous ces points, on avance puisqu'encore une fois, petit à petit, on connaît de mieux en mieux les biosourcés et l'habitat et la manière dont l'habitat réagit à la thermique. Et donc, des
des données avancent et l'ouverture des subventions évolue également. En copropriété, la seule façon d'avoir des subventions, c'est d'avoir une rénovation énergétique globale, ce qui est vraiment la meilleure solution pour anticiper l'avenir en réalité. On y reviendra. Dans le cas du bâtiment ancien, on ne peut pas dans la plupart isoler par l'extérieur, comme je l'ai dit, puisque la qualité esthétique des façades, décors, matériaux, moulures, serait recouverte par l'isolant. Et le charme de ces belles constructions fait encore partie de ce qui peut peser dans la balance face au poids de l'injonction à isoler à tout prix. Là-dessus, il y a débat, mais on peut comprendre que l'urgence climatique fait débat avec 300 ans d'architecture. Dans le bâti ancien de qualité, on doit donc nécessairement procéder par l'intérieur. Et il faut savoir que dans certains cas de figure, l'ITE, l'isolation par l'extérieur n'est pas non plus forcément la panacée. Parce que sur certains niveaux de confort de vie, au niveau de l'inertie, etc., ça peut être une solution, en tout cas équivalente à la rénovation thermique par l'intérieur. Cependant, par l'intérieur, en copropriété, on peut obliger personne à rénover l'intérieur de son logement. Donc, c'est uniquement en étudiant tout l'immeuble avec une vision globale, mais aussi un cas par cas en pointant du doigt, par exemple, l'émigration de chaleur, les vols de chaleur. Le vol de chaleur dans un immeuble, c'est quand un habitant va estimer qu'il n'a pas besoin de s'isoler ni de chauffer, car les voisins du dessus et du dessous chauffent, donc pas la peine d'allumer les radiateurs. Auquel cas, c'est considéré comme un vol de chaleur, puisque ça va faire une surconsommation des voisins. Et ça, on va dire dans une logique individuelle, on ne peut pas le prendre en compte, alors que dans une réflexion globale sur l'immeuble, c'est justement ces points-là qui peuvent permettre de donner des arguments pour que chaque habitant isole. Et dans le cas d'une isolation par l'intérieur, le biosourcé a vraiment sa place puisqu'il a une gestion de l'humidité qui est dite plus intelligente, on va dire, que les laines minérales. Elles permettent de moins abîmer les constructions en pierre, a fortiori en terre, il y en existe beaucoup, que ce soit du mortier de terre ou de la construction vraiment en terre, qui là sont très fragiles et très sujettes à des désordres liés à l'humidité. Mais la construction en pierre est tout à fait aussi concernée. La capacité des isolants biosourcés à gérer l'humidité, à l'emmagasiner quand il y en a trop, la diffuser ensuite, la laisser passer comme un filtre et non pas comme une barrière, c'est essentiel pour le bâtiment d'une part, mais le confort de l'habitant autre part. Il y a un deuxième argument pour les biosourcés, c'est que généralement les entreprises, donc ça c'est pas un point de vue spécialiste, c'est du vécu, les entreprises qui sont formées aux biosourcés sont quand même des entreprises souvent plus compétentes. Mine de rien, ce sont des entreprises qui se forment régulièrement, qui sont à l'écoute des avancées scientifiques ou écologiques sur le bâtiment, qui ont su faire évoluer leurs pratiques, qui savent par exemple qu'une pierre qui est bloquée entre du ciment et une bâche, c'est une pierre qui va se dégrader très vite. On peut alors penser que ce soit des entreprises qui réalisent un travail plus soigné puisqu'elles sont conscientes de ces points d'attention sur lesquels il faut agir quand on rénove un bâtiment. Par exemple, quand un isolant est balayé par un courant d'air, ou si un logement est traversé par des courants d'air non réchauffés au préalable, les performances de l'isolant sont fortement diminuées. Donc on aura beau prescrire 20 cm de laine de verre ou d'isolant, s'il est mal posé, il se dégradera dans le temps, il va perdre une forte, on dit 4 cm par exemple de performance, et donc c'est 4 cm de laine de verre perdue, et voire plus s'il se dégrade. Ça me fait d'ailleurs penser au résultat récent d'un procès en 2019, qui est très intéressant pour illustrer ce propos, qui sont que les isolants multicouches Actis promettaient dans leur réclame, dans leur publicité, des isolants aussi performants que 20 cm de laine de verre. Et là, les marchands de laine de verre ont porté plainte. Quelques temps plus tard, le verdict est tombé. Actis a gagné. Actis a gagné alors qu'ils disaient que leurs petits multicouches étaient aussi performants que 20 cm de laine de verre. Pourquoi ? Parce que la Cour de cassation a condamné le syndicat de laine de verre parce que leur publicité était elle aussi mensongère, puisque ils ont prouvé que la laine de verre était en elle-même pas performante.
c'était uniquement quand elle était parfaitement posée, c'est-à-dire parfaitement scotchée, avec l'étanchéité, le pare-vapeur, etc. Et seulement dans ces conditions que la laine de verre était performante à la hauteur de ce qu'elle promet. Donc, ça montre que la pose, et honnêtement, la pose de la laine de verre, et là je ne parle pas du... Enfin, si, je vais en parler, enfin j'en parle rapidement, des démarcheurs de comble à 1 euro qui sont souvent des poses catastrophiques. Et donc, quand une laine est mal posée, les performances ne sont pas là. Alors qu'une entreprise qui travaille correctement, et donc j'ai argumenté tout à l'heure pourquoi est-ce que j'observais que les entreprises qui travaillent les biosourcés sont des entreprises qui travaillent plus correctement ou qui sont très conscientes justement de ces difficultés à bien poser les isolants, ont plus de chances de vous offrir une prestation qui soit soignée, en tout cas voilà, sur la pose de l'isolant. Un petit point pour revenir à la rénovation globale et celle qui peut accompagner des copropriétés aux isolants biosourcés. En fait, rénovation globale, c'est un petit peu pourquoi faire au mieux plutôt qu'au moins cher. La rénovation globale doit être privilégiée parce que ce sera le seul moyen d'avoir des fortes améliorations en termes d'isolation thermique. Évidemment, on imagine bien que si on isole bien l'enveloppe en général, on aura plus d'économies de chauffage et de résistance à la chaleur. Ça permet aussi d'avoir un emprunt de copropriété et non de mettre chaque copropriétaire face à ses capacités d'emprunt individuelles. Donc ça peut être très intéressant. Et c'est évidemment le corps humain, c'est-à-dire qu'un spécialiste qui va diagnostiquer le mal là où il est, et non là où il paraît être. Parfois, juste changer les fenêtres, ça va être la bonne solution, et puis avec phasé sur différentes années, et pas juste où l'habitant pense qu'il faut boucher les trous d'air parce qu'en fait, ça lui fait un courant d'air. Enfin voilà, la vision du spécialiste qui va venir faire le diagnostic global est forcément un plus pour la pertinence de ce sur quoi on va isoler. Et puis, voilà, la rénovation globale, c'est le seul moyen d'avoir des subventions conséquentes. Mais ça, je ne suis pas spécialiste des subventions, mais je pense que Diane Rougeron appuiera ce point-là. C'est aussi une posture forte d'anticipation de l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne veut vraiment être militant écologique quand il s'agit de son logement, parce que les coûts sont quand même plus élevés a priori. Évidemment, les jeunes n'ont pas d'argent, les vieux n'ont pas d'avenir, donc personne ne se sent concerné. Enfin, personne ne se sent capable d'endosser cette responsabilité collective, puisque la vie de la planète est une responsabilité collective. On n'est pas là pour faire culpabiliser les gens, on peut juste donner quelques informations complémentaires qui peuvent vous aider à faire vos propres choix. D'abord, un signal d'alerte qui est que quand l'État veut changer quelque chose, et là on a bien compris que l'État, et il a raison de le faire, veut changer les choses pour aller vers et plus d'isolants et des isolants, on va dire, qui sont moins énergivores en matière grise. Comment il fait? D'abord, il va subventionner, mais ensuite il va le rendre obligatoire en enlevant les subventions. Donc, il vaut mieux changer son isolant pendant qu'on est subventionné avant que ce soit obligatoire, plutôt que d'attendre que ce soit obligatoire et puis il n'y aura plus de subventions. Par exemple, aujourd'hui, enlever l'amiante, c'est une obligation. C'est un coût exorbitant pour ceux qui ne l'ont pas anticipé. Il y a encore quelques déductions fiscales et aides qui demeurent, mais c'est quelque chose qu'il valait mieux anticiper avant, puisque ça peut même devenir un frein pour les gens à qui on transmet notre patrimoine. Donc, attendre que ce soit obligatoire d'avoir un bilan carbone faible, c'est prendre ce risque-là. Par exemple, il pourrait devenir obligatoire, ou en tout cas, et ça, sur ce point, c'est des hypothèses que j'émets et pas du tout une parole scientifique. La laine de verre pourrait être déclarée toxique pour l'homme, puisqu'on va vers une plus grande mode de la santé à tout prix, etc. S'il y a un bilan carbone trop élevé, des travaux pourraient être interdits ou des ventes trop interdites. Et la vente d'un bien mal isolé pourrait être à la charge du vendeur.
interdit à la vente tant qu'il n'est pas isolé, ou on déduit du prix de la vente le prix du bien. Ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver assez rapidement et qui vont transformer on va dire le calcul du portefeuille. Ensuite, si vous faites des travaux à minima et que les normes changent, ce qui est le cas à peu près tous les 5 ans, vous serez endetté, mais sans que les coûts puissent être des coûts d'investissement. Parce que les travaux auront été à minima et puis les normes auront changé et puis résultat, vos travaux, vous ne pourrez plus vendre votre bien en disant qu'il est aux normes puisque les normes auront changé. Ça, c'est très difficile pour les gens aujourd'hui puisqu'on se retrouve face à des normes qui changent à peu près tous les 5 ans et résultat, on se dit bah, ça ne sert à rien de me mettre aux normes puisque dans 5 ans, ça aura changé. Là, par exemple, c'est un peu ridicule puisqu'on prépare la RE 2020. 2020, c'est demain, c'est hier. Pourquoi pas préparer la RE 2040? Au moins, on sait que si on fait des travaux, on est bon jusqu'en 2040. Mais non, on sait très bien que l'inertie réglementaire, on va dire, ne va pas dans ce sens-là. Donc, puisqu'on ne peut pas compter sur l'État pour nous dire on anticipe à 40 ans, il faut compter sur nous-mêmes pour se dire bon, je ne vais pas faire des travaux pour 2020, puisque 2020, c'est hier. Je vais faire des travaux sur 2040. Donc, ça oblige un petit peu d'anticiper ce que seront les lois dans 2040, mais on n'est pas très loin de savoir en fait ce vers quoi on va. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, on va vers 3 grandes avancées normatives qui sont rénovées avec un bilan carbone ultra faible, anticiper ce que pourraient devenir les matériaux quand on va devoir les déposer, les jeter, etc. Et ce que je disais sur la santé, atteindre un niveau de toxicité minimum pour les matériaux, puisque la santé est quelque chose d'important. Donc ces 3 éléments vont assurément faire partie des lignes qui vont se durcir. Il s'agira ensuite plus que de chiffres, de pourcentage de COV en 2010, qui sera plus fort en 2020 et 2040. Donc autant faire au mieux tout de suite. Et comme ça, on est sûr d'avoir des travaux, puisque des travaux durent normalement, enfin on ne fait pas des travaux tous les 5 ans, on fait des travaux tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans pour les copropriétés. Donc, on est sûr qu'on a des travaux qui seront amortis. Voilà. Anticiper ces normes, c'est déjà être très performant pour être certain d'entrer dans les bons pourcentages et les bons objectifs qui soient à la hauteur de ce que, en fait, votre isolation pourra, vers quoi elle pourra vous amener. Et être exigeant sur ces points-là, c'est assurer à vos enfants le bénéfice de vos travaux, non pas à la charge d'un bien qui est à côté de la plaque en termes de normes et qui risquerait de leur coûter plus cher, alors qu'ils pourraient juste suivre sereinement le prix du marché. Voilà. Donc voilà, c'est une intervention un petit peu sur l'anticipation des normes, mais c'est vrai que je comprends qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de se mettre aux normes au fur et à mesure. Donc le biosourcé, c'est vraiment aujourd'hui les matériaux les plus pertinents pour aller dans le sens de ces 3, on va dire, risques de durcissement de l'habitat de demain. Voilà. Merci Charlotte. Et du coup, on va passer on va rentrer dans le détail technique. Je vais laisser la parole à notre deuxième invité, qui est également une architecte de longue date. Elle a suivi son parcours à l'école d'architecture Paris-La Villette avant de prendre son envol et de devenir totalement indépendante pour quelques années dans un cabinet de conseil. Et puis, je dirais que la volonté d'œuvrer pour l'intérêt général l'a rattrapé et l'a poussé il y a quelques années à intégrer l'Agence régionale de l'énergie, sud-parisienne à Évry. Et depuis, elle occupe la fonction de conseillère énergie, climat et éco-construction. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Diane Rougeron pour rentrer un petit peu plus dans la technique sur la partie des isolations biosourcées. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je veux bien, Mathieu, que tu avances les slides. Hop là. Voilà. Tout ça. Voilà. Alors, pourquoi construire ou isoler ou rénover des bâtiments éco-conçus? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, 45% de la consommation énergétique mondiale
est issu des bâtiments et 24% des émissions de gaz à effet de serre aussi. Donc, pour y remédier, en fait, en France, on a pris le parti, depuis les accords de Paris en 2015, de développer une expérimentation E+, C-, E pour énergie positive, C- pour moins de carbone. Donc, cette expérimentation a été mise en place fin 2017 et elle a été mise en place pour justement établir la réglementation environnementale 2020 dont on parlait tout à l'heure. Donc, elle est toujours en expérimentation. Vraisemblablement, la réglementation environnementale 2020 devrait être en vigueur à partir de 2022. Hein, seulement. Voilà, tu peux avancer, Mathieu. Voilà. Alors, l'expérimentation E+, C-, le but, c'est d'améliorer les performances du bâtiment selon 2 critères. L'énergie, selon 4 niveaux. Alors, les 2 premiers niveaux correspondent à la réglementation qui est actuellement en vigueur avec la RT 2012. Le niveau 3 correspond à l'introduction des énergies renouvelables. Et le niveau 4, on va vers le bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui fabrique de l'énergie. Hein. On a intégré par rapport à la RT 2012 2 niveaux de réduction de carbone. Donc, le carbone, ça, c'est l'émission des gaz à effet de serre. Hein. Ça n'existait pas dans les réglementations thermiques précédentes. Donc, le premier niveau, c'est l'analyse du cycle de vie des matériaux et du bâtiment. Le deuxième niveau, on est dans la réduction drastique d'émissions de carbone, hein, aussi bien dans la construction que dans l'exploitation ou la rénovation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est décalé. Bon, voilà. Tu peux mettre la dernière image. Voilà. Donc, comme je disais, on va s'attacher au cycle de vie des matériaux du bâtiment depuis l'extraction des matières premières, la production des matériaux de construction, la mise en place sur le chantier, la vie dans les logements et le recyclage en fin de vie du bâtiment. Tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà. Alors, comme le disait Charlotte Cower tout à l'heure, vers quoi on va évoluer? Parce qu'effectivement, lorsque vous rénovez en copropriété, vous rénovez pour un certain nombre d'années. Donc, vers quoi cette réglementation environnementale 2020 va évoluer? Eh bien, elle va évoluer vers la neutralité carbone-énergie, c'est-à-dire le minimum d'émissions de gaz à effet de serre possible et le maximum de production d'énergie. On va s'attacher à l'économie circulaire, à l'adaptabilité des bâtiments au climat, on va essayer d'hybrider les espaces et les usages, on va créer un maximum de confort, de bien-être et de santé dans la réglementation des bâtiments. Il y aura un rapport aux écosystèmes intégrant l'artificialisation des sols et la biodiversité. Il y aura toute une part d'interaction du bâtiment avec son territoire. Alors là, ça veut dire quoi l'interaction avec son territoire? Ça passe par la production d'énergie, l'économie circulaire, la séquestration. Alors, qu'est-ce que c'est la séquestration de carbone? C'est la capacité d'un matériau à garder le carbone à l'intérieur ou à absorber le carbone. Hein. Et en fait, la réglementation environnementale, puisqu'elle n'est plus que thermique, elle est environnementale, elle va intégrer tous les acteurs du territoire dans toute leur diversité pour construire, rénover et habiter ou faire fonctionner le bâtiment. Je peux avancer. Alors, pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que du coup, comme il faut anticiper sur la réglementation environnementale 2020, eh bien, il va falloir penser à utiliser des matériaux qui anticipent cette réglementation environnementale. D'où l'utilité d'isoler en matériaux biosourcés, comme l'avait déjà souligné Charlotte. Pourquoi les matériaux biosourcés? Parce que ce sont des matériaux à faible impact carbone, c'est-à-dire qu'on les utilise
quand on les extrait, quand on construit avec et quand on les recycle ensuite, on va émettre moins de gaz à effet de serre. Donc, vous avez jusqu'à 60% d'émissions de CO2 évitées en comparaison aux matériaux synthétiques. Hein. Dans la fabrication et leur mise en œuvre, ils utilisent beaucoup moins de consommation d'eau. On va recycler aussi beaucoup de produits. Donc, ils anticipent sur tout ce qu'on a dit sur l'évolution de la réglementation environnementale 2020. Et ensuite, et chose très importante, on va améliorer le confort d'été parce qu'effectivement, vous avez des matériaux isolants qui ne sont pas forcément biosourcés, qui, eux, vont isoler bien l'hiver, qui vont vous protéger du froid, mais qui n'auront pas forcément un confort d'été si exceptionnel que ça, parce que comme ils sont peu denses, il y aura un déphasage. Il y aura peu de déphasage et la chaleur va rentrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaleur va rentrer très vite dans le bâtiment et donc le confort d'été ne sera pas là. Alors, autre utilité des matériaux biosourcés, c'est l'impact environnemental qui est nettement réduit, puisqu'effectivement, lorsqu'on fabrique ces matériaux, on va dire, on utilise peu d'énergie grise, on ne pollue pas et en fait, tout est recyclable aussi également. Leur cycle de vie est donc vertueux. La mise en œuvre, je ne sais pas pourquoi c'est tout décalé, bon, c'est pas grave. La mise en œuvre et la valorisation de ces matériaux créent également des emplois et génèrent d'autres matériaux qui sont valorisés dans d'autres économies. Par exemple, lorsqu'on fabrique des matériaux de construction bois, en même temps, on va fabriquer des déchets de bois qui seront valorisés énergétiquement, par exemple des granulés de bois, par exemple, qu'on utilise dans les poêles à bois. On va fabriquer du papier, des livres, des panneaux, et on va fabriquer en même temps du compostage, du paillage pour les jardins, etc. Donc, il n'y a rien à jeter, en fait, dans la construction bois. Toutes les chutes, tous les déchets sont utilisés, réutilisés, valorisés à tous les niveaux du cycle de vie des matériaux. Voilà. On voit sur le côté, dans le bilan carbone, qu'on a différents matériaux de construction. On compare l'aluminium, l'acier, le béton avec le bois. Vous voyez qu'en kilos de CO2 émis, le bois est nettement inférieur et il est même positif. Voilà. Alors, il y a le bois, le chanvre, c'est pareil. On va aussi valoriser de la même manière que le bois. Tu peux avancer. Alors, quel isolant choisir? C'est une bonne question. Donc, on peut s'attarder 2 minutes sur le fait que l'isolant sera différent en été et en hiver. Donc, c'est ça qui va nous aider à choisir au mieux. La chaleur est un flux qui passe au travers des parois de chaque bâtiment, de l'intérieur vers l'extérieur en hiver et de l'extérieur vers l'intérieur en été. Donc, on va essayer donc de bloquer cette chaleur en été et d'éviter qu'elle s'échappe du bâtiment en hiver. Elle ne pénètre pas les matériaux à la même vitesse selon les types de matériaux. Chaque matériau a ses caractéristiques. Donc, en hiver, on va s'intéresser à la résistance R du matériau. C'est quoi la résistance du matériau? C'est sa capacité à empêcher les déperditions de chaleur. Et en été, on va s'intéresser au déphasage phi de l'isolant, c'est-à-dire la capacité, le temps que va mettre la chaleur pour rentrer dans le bâtiment à travers l'isolation. Plus ce temps est grand, plus les pics de température se feront ressentir, c'est-à-dire plus les périodes de forte chaleur de canicule seront inconfortables à l'intérieur du bâtiment. Tu peux avancer? Donc, pour être très concret, je vous ai mis
quatre cas d'isolants qu'on va comparer. Hein, le polystyrène, la laine de roche pour ce qui est des laines minérales, la fibre de bois pour ce qui est du bois, et la fibre les blocs rigides de chanvre pour ce qui est des matériaux biosourcés, donc le bois et le chanvre. Donc, on voit que on va regarder les plus et les moins, hein, les côtés positifs et les côtés négatifs. Donc, le polystyrène graphité, on voit dans les rénovations des maisons individuelles, pas mal. C'est très bon marché, on va dire 30 à 40 € le mètre carré posé avant l'enduit. On l'utilise en ITE parce que c'est perméable à l'eau et il peut être facilement enduit par-dessus. Mais il est très peu résistant au feu. Donc, moi, je vous le déconseille très fortement, très fortement pour tout ce qui est copropriété, parce que dans des grands bâtiments, en fait, vous allez avoir des risques d'incendie très forts, et d'autant plus que quand il brûle, il dégage des vapeurs très toxiques qui peuvent être encore plus dangereuses que le feu lui-même. Donc, on a vu quelques exemples. Il n'y a pas longtemps, en Angleterre, il y a un immeuble comme ça qui a brûlé en quelques minutes parce qu'il était isolé en polystyrène. À déconseiller. En plus, c'est un matériau qui ne dure pas très longtemps, qui dure 15 ans environ, qui résiste, qui possède une énergie grise importante, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup d'énergie à tous les niveaux de son cycle de vie. Il émet en plus des composés organiques volatiles au quotidien, donc c'est pas top. Et pour ce qui est de l'été, eh ben, le déphasage du polystyrène, il est pour une épaisseur de 12 cm et une résistance de 3,85, c'est-à-dire ce qu'on met actuellement pour obtenir les aides à la rénovation énergétique. Hein, je vous ai mis la même résistance et avec une épaisseur correspondant à cette résistance. C'est ce qu'on demande pour obtenir les aides de rénovation. Hein. Donc, on voit que le déphasage, il n'est que de 4 heures. La laine de roche, elle, par contre, a un bon rapport qualité-prix, environ 50 € le mètre carré posé avant le bardage et l'enduit qu'on met par-dessus. Elle a une bonne tenue au feu, puisque la laine de roche ne brûle pas, elle noircit seulement, elle ne propage pas le feu. Cela dit, elle est irritante pour les voies respiratoires, elle n'est pas écologique et elle utilise également une énergie grise très importante hein, à tous les cycles, tout le long de son cycle de vie. Elle n'est pas recyclable et aussi elle peut être éventuellement infestée par des rongeurs, des insectes. Sa durée de vie est de 35 ans seulement. Hein, au bout de 35 ans, la laine de verre, elle s'effiloche. Voilà. Et pour un R de 3,85, donc ce qui permet d'obtenir les aides, on a une déphasage de 5 heures. Tu peux mettre la slide suivante. Donc ça, c'est les isolants qu'on voit souvent, mais qui ne sont pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, lorsque vous utilisez des isolants biosourcés, alors on voit l'exemple de la fibre de bois rigide, qui a un très bon rapport qualité-prix par rapport, vous allez me dire, c'est plus cher que la laine de roche. Oui, mais à 60 € environ le mètre carré, vous avez une durée de vie qui est de 50 ans au lieu de 35 et qui en plus est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'elle est recyclable, recyclée, écologique, réperspirante, il n'y a pas d'émanation de CO2, sa tenue moyenne au feu est correcte, même si ce n'est pas aussi bien que la laine de roche, mais c'est correct. Elle met quand même un peu de temps avant de brûler. Elle stocke le CO2, ça c'est chose très importante. Les matériaux biosourcés stockent le CO2, ce qui n'est pas le cas des autres matériaux. Et c'est, on va dire, en rapport qualité-prix, c'est quasiment le même prix que la laine de roche et on peut l'enduire facilement par-dessus. Et là, on a un déphasage de 8 heures hein, contre 6 heures, je crois, j'avais dit hein, précédemment, pour la laine de roche. Et pour les blocs rigides multichanvres, qui peuvent aussi se mettre en ITE, en isolation par l'extérieur, on a l'efficacité été comme hiver,
on a 80 € à 100 € le mètre. Ça allait trop vite. Alors, c'est un petit peu plus cher. Ça, c'est le point négatif, c'est que c'est un peu plus cher, mais on a aussi une durée de vie qui est de 50 ans minimum. C'est d'origine végétale et agricole, recyclable, écologique, perspirant. Mais surtout, ça a des propriétés antifongiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de champignons ni de problème d'humidité qui vont se développer dedans. Il n'y a pas de rongeurs parce que les rongeurs détestent le chanvre. Et on a une très bonne tenue, enfin une assez bonne tenue au feu, puisque le chanvre va mettre plus de 2 à 3 heures avant de brûler. Et il n'y a pas d'émanation de COV, ça stocke le CO2, tout comme le bois. Voilà, et là, donc, on a ça y est, j'ai oublié le mot. Reviens, maman, s'il te plaît. Encore. Merci, tu reviens après. Donc voilà, et là, pour une résistance de 3,7, alors j'ai mis 3,7 parce que le 3,7, c'est le minimum que vous pouvez mettre pour obtenir les aides. Donc, ça représente environ 20 cm d'isolant. On a un déphasage qui est de 10 heures. Donc, si je reviens la slide d'avant, Mathieu. Donc, pour ce qui est du confort d'été, on a un déphasage de 4 heures pour le polystyrène, 5 heures pour la laine de roche, et on a dit 8 heures, c'est ça, reviens après. Slide d'après. Non, celle d'après, voilà. 8 heures pour la laine de bois, la fibre de bois, pardon, et 10 heures pour les blocs de chanvre. Donc, on voit qu'en confort d'été, on est nettement plus qualitatif avec les biosourcés que les autres matériaux. Et avec un confort d'hiver, c'est-à-dire avec une résistance de 3,7 à 3,85, donc équivalente en hiver. Donc, pour un confort équivalent en hiver, on a un confort d'été qui est nettement amélioré avec les biosourcés. Et en plus, on n'a pas d'émanation toxique, on a un cycle de vie qui est valorisé et donc on voit tout l'intérêt de construire et de rénover et d'utiliser des matériaux biosourcés dans la construction et notamment dans le choix de l'isolant. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu. Là, je remets mon micro. Voilà, tu peux couper le tien. Oui. Pour éviter les échos. Non, tu as été parfaitement clair et complète sur le sujet, c'est génial. Merci Diane. Du coup, pour rattraper un petit peu notre retard pris au début, je vais passer la parole à Laurent. Alors Diane, ton micro est tout. Oui, oui, c'était juste pour montrer les isolants. Donc, on a parlé de la laine de roche, qui est comme ça, hein, qui est un peu verte. Il y a le reflet, hein, qui est un peu verte comme ça. Vous avez la fibre de bois qui est comme ça. Donc, vous voyez que c'est des matériaux biosourcés. Et la fibre de bois, j'ai dit quoi? La fibre de chanvre, pardon, qui est comme ça. Et la fibre de bois qui est très dense, qui est un peu orangée, comme ça. Voilà. À toi. hop là. Merci Diane. Hop là, du coup, je veux tout de suite procéder à l'arrêt du partage. Laurent, est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu veux que je charge la présentation? Hop là. Du coup, alors, est-ce que du coup, non, Laurent, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas.
Et pourtant, ton micro est ouvert. Pourquoi on ne t'entend pas? Ah, je crois que c'est... oui. Non, je crois que c'est... Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, ouais, là, ça y est, on t'entend. Parfait. Ok, bon. Alors, donc moi, je vais me présenter très brièvement. Je suis ingénieur et architecte responsable d'un petit bureau d'études à Paris dans lequel on travaille sur des questions qui concernent à la fois la structure et la construction d'un côté et en même temps l'énergie et la thermique, parce qu'on considère que les questions qui sont posées aujourd'hui sur, premièrement, la performance énergétique et deuxièmement, le bilan carbone et le poids de la construction sur l'environnement sont des sujets qui doivent être pensés conjointement et sont vraiment des sujets à penser avec l'architecte dans un premier temps, avant de pouvoir évidemment pallier au manque avec des solutions et des équipements techniques complémentaires pour amener les énergies nécessaires au confort intérieur. Je vais vous parler d'une opération que nous avons réalisée. On va pouvoir le partager. Ouais. Hop là, comme ça. Ça te va? Ah, donc tu l'as fait, super. Ouais. Parfait. Voilà, finalement, ça a été plus rapide que prévu. Ok. Donc, c'est une opération réalisée donc, à Brunoy, en Essonne. Et il s'agit d'une réhabilitation lourde d'un immeuble de logement collectif. Tu peux passer à la diapositive suivante. Nous avons réalisé ce projet avec Dumont et Legrand, architectes pour Habitat et Humanisme. Sur la diapositive précédente, il y avait des informations concrètes sur le projet. On peut peut-être simplement les lister. Donc, il s'agit d'un immeuble de logement de 491 mètres carrés avec un budget de travaux de 1 200 000 euros. Donc, c'est une réhabilitation lourde. Hein. Je vais la décrire dans le détail dans les diapositives suivantes. Diapositive suivante, s'il te plaît, Mathieu. Donc, cette opération, elle se situe en plein cœur de Brunoy. C'est très bien, tu peux laisser ça. On voit donc ici des photos du bâtiment avant notre intervention. C'est un bâtiment qui date du 19e siècle avec donc, des murs plutôt très épais. Tous les planchers étaient en structure bois. Et vous remarquez que l'état du bâtiment était assez dégradé. Diapositive suivante. Donc ça, c'est toujours l'état existant. On peut passer à la vue suivante. On voit dans les plans existants que c'était un bâtiment avec des cloisonnements intérieurs assez anarchiques. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc là, on voit le projet. Alors, quand on voit le projet, on a l'impression que rien n'a changé. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas transformé la façade. On a une intervention qui est très mesurée, mais c'est une intervention qui respecte profondément la nature de ce bâti, qui est un bâti ancien. L'objectif principal de notre intervention, c'est quand on intervient sur un bâtiment qui a comme ça plus de 100 ans, de faire en sorte que, au terme de notre intervention, on a la conviction que ce bâtiment va encore pouvoir durer 100 années supplémentaires, voire plus. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et un des critères principaux qui a déjà été évoqué tout à l'heure par Charlotte, c'est la question de l'humidité. Et l'humidité peut causer des désordres très importants dans le bâti. Et notamment dans le bâti ancien. Alors, on va voir justement comment est-ce qu'on a traité cette question de l'humidité pour s'assurer que notre intervention, elle conduit à une longue pérennité de la construction. On peut passer à la diapositive suivante.
ici, donc, on voit les façades. Diapositive suivante encore, si tu veux, Mathieu. C'est des documents qu'on peut passer rapidement, mais vous pourrez les voir. Ici, on voit les plans d'aménagement du projet et ici, une coupe du projet. Donc, sur cette coupe, on lit un petit peu en détail notre intervention. Notre intervention, elle a consisté à reconstruire intégralement l'ensemble des planchers parce que les planchers étaient insatisfaisants sur le plan de la solidité. Et on a reconstruit aussi toutes les structures intérieures. Ça a permis donc de rendre des appartements plus confortables en les dimensionnant les hauteurs sous plafond à 2,50 m pour chaque niveau. Et diapositive suivante. Donc là, on voit le plan des structures. Et notre intervention principale, qui est au cœur des préoccupations de cette intervention d'aujourd'hui, c'est l'isolation. Donc, on a isolé l'ensemble des murs en utilisant du béton de chaux et de chanvre, qui est un matériau biosourcé et qui est avec une provenance très proche parce que le chanvre provient de la chanvrière située dans le PNR du Gâtinais français, qui est la chanvrière Gatti-Chanvre. Alors, ce n'est pas encore un chanvre complètement transformé dans la chanvrière, mais c'est malgré tout une provenance qui est très locale du point de vue de la fourniture. On va regarder en détail comment est-ce que cette intervention s'est produite sur les murs. On peut voir la diapositive suivante. Donc le dessin ici en détail d'un mur sur cette image. Donc le mur est la partie qui est hachurée en partie haute du dessin, qui fait 50 cm, c'est-à-dire 500 mm d'épaisseur. Et en partie basse, on voit un doublage intérieur qui est réalisé en béton de chaux de chanvre qui fait 12 cm, c'est-à-dire les 120 mm, et qui est doublé par une plaque de fermacelle intérieure. Donc notre intervention, ici, elle se résume d'une manière très très simple, entre guillemets, d'un point de vue, entre guillemets, technique. Vous voyez que le dessin est on ne peut plus simple, c'est une série de 4 traits qui délimitent chacun des épaisseurs différentes. Cependant, le choix des matériaux est vraiment primordial parce que en utilisant du béton de chanvre, ça permet de produire un isolant qui va instaurer une continuité capillaire avec la maçonnerie existante. Une continuité capillaire, ça veut dire que l'isolant rajouté à l'intérieur du mur et le mur contre lequel il est posé vont ensemble pouvoir conduire l'humidité, la vapeur d'eau, de la partie intérieure vers la partie extérieure du mur, et cela de manière continue et permanente. On peut voir la diapositive suivante. On voit ici donc la mise en œuvre du chanvre sur le chantier, qui est réalisée par projection. Donc on a des machines qui amènent le chanvre et le lait chaud dans 2 tuyaux différents. Vous voyez le tuyau bleu dans lequel la chaux arrive et le tuyau blanc dans lequel le chanvre arrive. Et les deux sont mélangés en bout de lance par la pulvérisation de la chaux dans la lance, qui permet d'enrober le chanvre et produit ce matériau gris que vous voyez qui est en train d'être projeté contre le mur. On peut regarder la diapositive suivante. Alors sur cette image, on a étudié un bâtiment plus ancien qui était l'hôtel Matagon, un hôtel particulier dans la ville de Paris. Et c'est à l'occasion d'une étude sur ce bâtiment, il y a une dizaine d'années, que nous avons découvert et commencé à travailler avec le béton de chanvre. Alors, si tu descends, Mathieu, un tout petit peu sur la diapositive, on va voir
deux petits schémas sur la partie gauche colorés qui correspondent à les deux études de cas qu'on a analysées sur ce bâtiment. La première en partie haute, c'est un mur dans lequel, enfin, pardon, un schéma qui montre le mur qui est la partie violette à gauche, sur lequel on a mis un doublage classique, c'est-à-dire un polystyrène expansé avec une plaque de BA13. Et le schéma du bas montre le même mur, mais cette fois-ci qui est d'une couleur plutôt verte, sur lequel on a une intervention qui est mixte avec un enduit chaud-chanvre sur la face extérieure et un doublage en béton de chanvre sur la face intérieure. Vous remarquez qu'en fait, les couleurs sont attachées à une échelle de valeur qui est sur la droite des schémas, et donc les couleurs vertes sont des couleurs plutôt vers les 6-8 degrés, alors que les couleurs violettes sont des couleurs, violettes et bleues sont plutôt des couleurs qui sont vers les 0 et 1 degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait d'intervenir avec le béton de chanvre, ici, on avait pu le prévoir de le mettre en plus en extérieur, ce qui n'a pas été fait à Brunoy, mais c'était relativement équivalent. Ça permet de changer notablement la température du mur dans sa partie intérieure par rapport à une solution où on a une isolation seulement sur l'intérieur avec le polystyrène. On peut voir diapositive suivante. Donc là, il faudrait montrer les schémas qui sont en partie basse. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le fait de laisser les murs perméants à la vapeur permettent d'assurer une partie des besoins, de compenser une partie des besoins de ventilation, puisque la ventilation, vous savez, a pour effet de régénérer l'air intérieur de manière hygiénique, c'est-à-dire régénérer l'air pour qu'on évacue le CO2 respiré par les habitants et on le remplace par de l'oxygène de l'air neuf. Et en même temps, la ventilation permet d'évacuer l'humidité liée à la respiration. Si les murs sont capables d'assurer une partie de la régulation hygrométrique, donc la régulation de l'humidité de l'air intérieur, ce qui est le cas du béton de chanvre, on peut considérer qu'on peut diminuer légèrement les besoins de ventilation. C'est ce qu'on a fait donc, dans cette étude de cas. Et vous retrouvez sur ces deux schémas à gauche le bilan énergétique par les différentes parties qui composent l'enveloppe du bâtiment. À gauche, c'est pour la solution 1, c'est-à-dire un doublage classique sur un mur en polystyrène, et la solution 2 correspond à la solution béton de chanvre. Vous remarquez que les deux systèmes sont totalement équivalents, même si le béton de chanvre est en fait moins épais et moins performant sur le papier. Mais on a simplement changé un petit peu les composantes sur lesquelles on a agi. Et donc, vous remarquez que les colonnes, la colonne bleu clair, bleu ciel, la colonne blanche et la colonne bleu plus foncé sont les trois colonnes sur lesquelles on a agi. C'est-à-dire que entre les deux solutions, la première colonne représente les parois opaques, c'est-à-dire l'ensemble des murs. On a un peu moins isolé grâce au béton de chanvre, donc on a plus de déperdition. C'est pour ça que la première colonne augmente. Mais le fait qu'on ait réussi à mettre l'enduit isolant à l'extérieur et un isolant en béton de chaud-chanvre intérieur a permis de réduire les deux dernières colonnes qui correspondent la blanche au pont thermique et la bleu foncé à la ventilation. Et ce qui permet d'avoir deux stratégies tout à fait différentes, mais qui sont parfaitement équivalentes pour montrer qu'avec des matériaux biosourcés, même s'ils sont sur le papier un peu moins performants, on peut réussir à avoir des systèmes qui sont tout aussi confortables et performants. On peut voir la diapositive suivante. Alors ça, c'est donc une vue de la tige de chanvre. Ensuite, ici, on voit, c'est très bien, tu peux passer, vas-y. On voit ici maintenant, si on dézoome un tout petit peu, on voit un petit détail sur les composants du béton de chanvre. Donc le béton de chanvre est composé de chêne vote, c'est la paille de chanvre qu'on voit sur la gauche, la chaux, qui est la poudre blanche qui est au centre,
et le béton de chanvre qui est cet assemblage de la chaux qui enrobe le chanvre. On peut voir la diapositive suivante. Donc, ça, c'est un projet de maison qu'on a rénové, qu'on a construit en béton de chanvre en Île-de-France. Et je vais vous en parler pour évoquer des effets de transfert hygrométrique dans le béton de chanvre grâce et leur impact sur le confort. On peut voir la diapositive suivante. Donc, en cours de chantier, on a fait un jour où il faisait très très chaud à l'extérieur, fait des mesures de la température à la surface des murs. Vous voyez ici que sur les thermomètres, on voit une température qui varie entre 15,7 et 18,3 degrés. Diapositive suivante. Et donc, si la température du mur est à 15,7 degrés, ça veut dire que en fait, le mur envoie une température que le corps humain va percevoir par radiation. Et que cette température de radiation, elle va affecter notre perception du climat. Diapositive suivante. En fait, la température ressentie, quand vous êtes dans une pièce, c'est la moyenne de la température de l'air et de la température des murs. Là, en l'occurrence, on était dans un jour où il faisait très chaud, avec une température de l'air à 30 degrés extérieur, et comme le bâtiment était en chantier, la température de l'air était de 30 degrés aussi intérieur, et avec une température extérieure de 16 degrés, ça provoque une température ressentie qui est la moyenne entre 30 et 16, c'est-à-dire autour de 23 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas de confort d'été, le béton de chanvre est capable, puisqu'il est rafraîchi par les effets de régulation hygrométrique, il est capable de faire chuter la température ressentie de 7 degrés. Autant dire que c'est un effet comparable à celui d'une climatisation. C'est absolument, évidemment, déterminant. On peut voir la diapositive suivante, pardon. On voit ici justement un détail qui est issu d'une recherche menée par le professeur Mike Lawrence de l'université de Bath pour l'entreprise BCB Radical. Sur ce petit diagramme à droite sont indiquées la courbe qui en gauche démarre en bas et qui est rouge, c'est une courbe de variation de température, et la courbe qui démarre en haut, c'est une courbe qui mesure la variation de l'humidité relative, et on mesure ces valeurs entre le trait de gauche qui est l'extérieur d'un mur, côté donc extérieur, et le trait bleu qui est le côté intérieur d'un mur. Et vous remarquez quelque chose absolument particulier au béton de chanvre, c'est que il y a un palier dans la variation de la température et de l'humidité. Ce palier, il est absolument symétrique et opposé, c'est-à-dire qu'on note que la température varie à cet endroit-là de manière parfaitement symétrique et opposée à la variation de l'humidité relative. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pourquoi est-ce que c'est anormal, ce type de palier? Parce que normalement, on est dans un matériau homogène entre du coup des conditions extérieures et intérieures qui sont variables en température. On a 20 degrés intérieurs et 5 degrés à l'extérieur. Dans un matériau homogène, la variation de température devrait être parfaitement homogène. C'est-à-dire elle devrait être linéaire et varier du coup telle une droite de 20 degrés à 5 degrés. On s'aperçoit qu'ici, cette variation n'est pas linéaire, elle forme un palier. Ce palier traduit un échauffement du mur puisqu'il ralentit la chute de température du mur au fur et à mesure qu'on rentre donc, dans l'épaisseur du mur depuis l'intérieur vers l'extérieur. Ce palier qui correspond à un échauffement, puisqu'il est inverse avec l'humidité relative, il s'oppose en fait à
une absorption de l'humidité. C'est-à-dire l'humidité, au lieu d'augmenter dans le mur, à un moment donné, elle se stagne et elle chute légèrement en même temps que la température du mur s'échauffe. Ces graphes traduisent quelque chose d'extrêmement important et qui est propre aux matériaux biosourcés et particulièrement actif avec le béton de chanvre. C'est la capacité du matériau à absorber la vapeur qui va traverser le mur, telle une éponge. Et ici, on est dans le cadre de l'hiver, puisqu'il fait 5 degrés à l'extérieur. Donc, dans le cas de l'hiver, cette absorption de vapeur dans le mur va à un moment donné se traduire par une condensation de la vapeur dans le mur. C'est ce qui explique le fait qu'à un moment donné, le taux d'humidité relative dans le mur chute sur le palier parce que l'humidité se condense dans le chanvre et cette condensation provoque un transfert d'énergie qui est le transfert de chaleur latente. La chaleur latente, c'est la chaleur qui est nécessaire pour produire un changement d'état de l'eau, de l'état vapeur à l'état liquide. Donc, ce changement d'état qui produit de la chaleur latente produit un échauffement du mur, ce qui explique, puisqu'on a le phénomène inverse en été, c'est-à-dire on aura une vaporisation de l'eau contenue dans le mur qui produit du coup un rafraîchissement du mur par absorption de chaleur, ce qui explique le phénomène que je vous ai indiqué dans les slides précédentes avec les 7 degrés de rafraîchissement. Alors, en hiver, on n'aura pas 7 degrés d'échauffement du mur. Le mur ne devient pas radiateur. Mais ce qu'on constate, c'est que le transfert d'humidité dans le mur produit un échauffement du mur qui va se traduire par des températures de mur qui sont en général très proches de la température de l'air intérieur. Si vous faites des mesures chez vous, vous pourrez vous apercevoir que les murs sont souvent plutôt plus frais que l'air intérieur, ce qui change notablement le confort et ce qui produit un effet de paroi froide contre lequel on lutte souvent en mettant le thermomètre un peu plus fort, c'est-à-dire en mettant le thermostat un peu plus fort, en augmentant un petit peu la production de chaleur. Alors, j'ai presque fini. On peut passer à la diapositive suivante. On termine sur cette image sur laquelle on voit au microscope la particule de chanvre et vous remarquez la très grande complexité de cette fibre végétale donc naturelle qui est composée comme le bois, de gros canaux et puis de canaux plus fins et de petites cellules autour de ces canaux qui sont en relation avec les canaux par une série de petits pores très très fins, ces petits trous que vous voyez sur la photo du bas. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, cette structure très complexe de canaux et de pores et de cellules permet au chanvre de récupérer la vapeur et de la stocker sans que cela altère sa structure. C'est ce qui lui donne ce caractère d'éponge extrêmement efficace qui produit des effets que j'ai décrits précédemment. Voilà, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que les matériaux biosourcés présentent en fait un intérêt qu'on ne trouve pas dans les matériaux industrialisés parce qu'ils ont la complexité de cette composition d'origine végétale qui est liée au fait que pour leur croissance, ils ont une structure assez complexe et cette structure assez complexe leur permet un comportement avec l'humidité qui est très particulier et à la fois particulièrement adapté aux matériaux dans le bâtiment, comme les maçonneries anciennes, mais aussi des matériaux plus contemporains, puisqu'on peut avoir un intérêt à laisser des murs perspirants à la vapeur d'eau. Mais en même temps, cette structure, elle permet aussi d'améliorer notablement les conditions de confort intérieur grâce à leur capacité à réguler l'humidité intérieure. Voilà, j'espère que cette présentation n'a pas été trop complexe, mais je crois qu'on a un temps pour des échanges, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et Mathieu, je te repasse la parole du coup. Merci. Merci Laurent. Alors effectivement, on a un petit peu mangé sur le temps des questions, mais on va quand même se donner voilà, 5 grosses minutes pour justement laisser à tout le monde le temps de s'exprimer.
J'ai vu des questions donc, pendant que tu intervenais, notamment, alors, oui, Daniel, tu as répondu, ok. J'en ai vu une passer, alors, je crois que ça concernait la présence de, de, de rongeurs, je crois, c'est quelque chose comme ça. Oui, alors Ouais, il y a Franck Perrois qui me voilà. demandait si j'avais pas parlé de la tenue de la fibre de bois aux attaques des xylophages et des rongeurs. Alors, comme j'ai répondu dans la conversation, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, en fait, dans la fabrication des panneaux de fibre de bois rigides, en fait, on les cuit à très haute température, ce qui fait, et dans l'eau de cuisson, en fait, par tous les sucres de la fibre de bois. Donc, c'est de ces sucres que se nourrissent les xylophages. Donc, de toute façon, comme ça s'en va dans l'eau de cuisson, ça n'intéresse plus les xylophages après coup, puisque voilà, la fibre de bois est protégée de ce fait. Et quant aux rongeurs, vous savez que la fibre de bois, je remonte encore, je ne sais pas si on voit. Euh, D'accord. Voilà. La fibre de bois est extrêmement dense. Hein, ça ne veut pas dire que les rongeurs ne peuvent pas ronger. Ils peuvent ronger, mais ce n'est pas très confortable pour y faire nicher leurs petits. Donc déjà, gustativement, ça ne les intéresse pas. Et en plus, même pour s'y loger, pour faire un nid, euh, c'est moins bien que la laine de verre qui est toute douillette, etc. Donc, ça intéresse peu les rongeurs également. Et puis, la manière dont c'est mis en œuvre, en fait, c'est coincé entre euh, le mur, je ne sais pas, en béton, en pierre, ou en ce qu'on veut, et l'enduit. Donc, il y a quand même peu de chances que ce soit investi par les rongeurs. Voilà. Et quant au chanvre, par contre, le chanvre repousse carrément les rongeurs. Voilà. Merci. Hop. Merci Diane. Du coup, je passe à une question qu'on m'avait transmise par mail en préparation de ce webinaire. Ça concernait le président d'un conseil syndical, donc d'une copropriété à Comble-la-Ville de 80 lots à peu près, et qui mène également un projet de rénovation globale. Donc la question posée que je partage avec tout le monde, dans ce projet, nous sommes très sensibles à la problématique de confort d'été. C'est pourquoi nous envisageons de prendre des isolants biosourcés. Dans la phase d'appel d'offres pour la recherche d'un maître d'œuvre que nous nous apprêtons à lancer, nous souhaitons nous assurer que le maître d'œuvre sera force de proposition sur cet aspect, mais nous ne savons pas comment nous y prendre. Alors la réponse à cette question, elle est très simple. Lorsque vous entrez en phase de conception et que vous êtes amené à rédiger ce fameux cahier des charges que vous allez ensuite remettre aux différents prestataires qui vont réaliser cette mission de conception, il vous est possible d'indiquer les produits souhaités par la copropriété, que ce soit du chanvre, de la chêne-vote, de la ouate de cellulose également, à condition d'y apposer la mention ou équivalent lorsque vous l'indiquez dans votre cahier des charges. Il est également possible d'intégrer des critères qui vous sont propres, hein, des critères qui appartiennent vraiment à l'initiative de la copropriété, qui peuvent être de différentes natures, visant à favoriser bien évidemment le recours à ce type de matériaux. Ces critères, on peut retrouver des critères environnementaux, par exemple le stockage de CO2, qui a été très bien détaillé par Diane tout à l'heure. Des objectifs aussi en termes de cycle de vie. Donc le cycle de vie d'un produit, c'est aussi s'intéresser comment on le recycle une fois qu'il arrive à son terme. Ça peut être des objectifs sanitaires que vous pouvez introduire dans votre cahier des charges avec une limitation des émissions de COV. Là encore, une autre mention que Diane a décrit précédemment. Ça peut être des objectifs sociaux aussi, par exemple le souhait de la copropriété, donc le maître d'ouvrage, de travailler avec des entreprises d'insertion. Voilà, ça peut rentrer en ligne de compte, voilà, par rapport à vos différentes aspirations. Ouais. Dans tous les cas, pour lever les freins, le choix des matériaux biosourcés doit être discuté au cours des études techniques pour éviter justement de bloquer votre projet là-dessus.
et donc d'être discuté avec l'ensemble des partenaires, des professionnels qui vont intervenir sur ce projet-là avec vous. Donc, ça concerne ni plus ni moins que les bureaux d'études, évidemment, les architectes ou encore les bureaux de contrôle, les assureurs aussi, ça peut être pris en compte. Mathieu, si je peux rajouter Oui. un truc, ces matériaux biosourcés font souvent appel à des savoir-faire qui ne sont pas forcément très évidents à acquérir. Donc, par exemple, aussi, oui. Pour la paille, il y a des formations aujourd'hui qui existent. Pour le chanvre, il y a aussi une formation qui est en cours d'instauration. Donc, bientôt, les maîtres d'œuvre pourront être formés et pourront donc faire état d'un niveau de formation sur ces matériaux-là. Et quand un maître d'ouvrage, un client souhaite que ces compétences-là soient présentes au sein d'une maîtrise d'œuvre, vous pouvez demander à vos maîtres d'œuvre de faire état de références, c'est-à-dire de vous présenter justement leur capacité à traiter à travailler avec ces matériaux à partir peut-être d'expériences qu'ils auraient déjà eues par le passé. D'accord. Très bien. Merci Laurent. Ah oui, du coup, une question sur laquelle je voulais revenir, ça concernait un peu plus l'aspect financier. Donc simplement savoir quel type d'accompagnement financier on peut avoir si on utilise ce type de matériaux. Donc, l'avantage que l'on a en Essonne, contrairement à d'autres départements, c'est qu'on a un département justement qui est un conseil départemental qui est assez actif et sensible à toutes ces thématiques. Et du coup, on a la fameuse prime écologie du 91 que je citais au début et qui propose un bonus écologique de 500 € supplémentaires, donc versé à chaque logement, et qui justement vient soutenir un peu plus cette filière. Donc, si vous souhaitez vous y lancer, vous avez aussi cette possibilité-là, sachez-le, de pouvoir voir cette aide, cette fameuse prime écologie abondée de 500 € supplémentaires par logement pour les mettre en œuvre. Donc, à l'échelle d'une copropriété, forcément, ça commence à parler aussi. Voilà. En l'état, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas du tout? Est-ce que ce qu'on a balayé aujourd'hui, ça vous paraît clair? Ou auquel cas, est-ce qu'il y a besoin d'un complément d'information? Diane, éventuellement, tu as un complément? Non. Super. Bon, très bien. Dans ce cas-là, je pense que on va en rester là. Si vous avez, merci Diane. Si d'autres questions il y a un peu plus tard, évidemment, vous pouvez nous les faire parvenir, hein, donc directement à notre agence. Mon adresse mail, c'est m comme Mathieu, .leduc@alec-du6sudparisienne.org. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions si il y en a après cette présentation. Et puis, auquel cas, on vous enverra évidemment les présentations de tous les intervenants, que je remercie par ailleurs pour leur disponibilité, parce que je sais qu'ils sont tous très pris. Donc, merci Laurent, merci Charlotte, merci Diane également pour avoir pris le temps de vous rendre disponible ce soir et d'avoir pris le temps de nous parler d'un sujet qui n'est pas forcément évident à démocratiser, à vulgariser justement. Donc, vous l'avez très bien fait ce soir. Voilà. Et simplement, je crois, Laurent, sauf erreur de ma part, est-ce qu'il y a une visite par rapport à la copropriété le bâtiment collectif de Brunois, est-ce qu'il y avait une visite organisée en novembre ou quelque chose comme ça? Oui, alors là-dessus, je peux répondre. L'organisation est en cours. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas vous transmettre les dates aujourd'hui. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on vous les relayer sur votre site dès qu'elle sera en cours. Ce sera
effectivement des visites pour permettre de voir le chanvre projeté avant qu'il ne soit recouvert de ses finitions. Voilà, ce sera sur inscription puisque le bâtiment n'est pas très grand, mais voilà, vous pourrez avoir accès au bâtiment que Laurent vous a décrit au début à Brunois, courant fin novembre. Voilà. Ouais, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, pour tous ceux qui veulent venir voir concrètement et sur le terrain à quoi ressemble justement une rénovation avec l'emploi d'isolant biosourcé, vous aurez l'occasion de le faire sur inscription. Donc, Charlotte, ce qu'on pourra faire, c'est que moi, je ferai suivre l'événement lorsque tu auras justement plus d'informations sur les dates. Et puis, ceux qui souhaiteront justement se positionner me transmettront leurs inscriptions. Voilà. Et puis, sinon, en ce qui concerne la LEC, nous, on terminera l'année avec début décembre une visite de copropriété du côté d'Evry qui a effectué un projet de rénovation. Donc, on aura l'occasion, là encore, de voir une isolation par l'extérieur. Alors, cette fois-ci, sans isolant biosourcé, mais tout de même, ça mérite qu'on y prête attention. Et puis, durant cet événement-là aussi, on aura l'occasion de voir, de faire un petit panorama des travaux qui ont été réalisés et d'échanger aussi avec les membres du conseil syndical de la résidence et puis de voir un petit peu le rôle de chacun dans ce projet. Voilà. Écoute, merci à tous, merci aux participants d'aujourd'hui et puis aux intervenants. Donc, merci d'avoir pris le temps, encore une fois, de vous rendre disponible et puis au plaisir de vous voir à un prochain webinaire. Voilà. Bonne soirée à tous. Juste, attends Mathieu, avant de conclure, Laurent. toute petite remarque, parce que on n'a pas tellement parlé de questions économiques, et je pense que pour les copropriétés, c'est quand même quelque chose de très important. Oui, c'est vrai. Je voulais vous indiquer, c'était un petit peu le sens de ma présentation sur le cas où je montrais qu'à un moment donné, quand on fait une intervention avec des matériaux biosourcés, en fait, ce n'est pas tout à fait la même intervention que si on intervient avec un isolant plus classique. C'était le sens de mon intervention sur la question de la ventilation. Alors, c'est sûr que ces matériaux sont un peu plus chers que des matériaux plus basiques, mais il faut bien savoir, et c'est aussi un petit peu dans ce sens que je vous ai parlé du confort, on ne parle pas du tout les mêmes choses, mais cependant, si ces matériaux sont un peu plus chers, on arrive quand même en modulant les interventions, mais parfois d'autres interventions que celles sur le chanvre, à tenir dans des économies qui sont assez voisines. Et pour vous donner un exemple, le bâtiment que nous réhabilitons actuellement, c'est un bâtiment qu'on réhabilite dans une économie de logement à caractère très social, donc quand même avec des coûts qui sont très tirés. Et on a une intervention très lourde, mais malgré ça, on arrive quand même à payer ces matériaux parce que on a fait des choix dans le projet et on a pris des orientations, des priorités qui nous ont permis de faire cela. Et pour vous donner juste un ordre de grandeur, le béton de chanvre, c'est un matériau qui, grosso modo, coûte à peu près entre 400 et 550 € du mètre cube fourni posé. Donc, si vous mettez une isolation sur 10 ou 15 cm, 10 cm, ça va coûter à peu près 40 € à peu près. Vous voyez que ce n'est pas des coûts qui sont si déconnants par rapport à des coûts d'isolation plus classiques. Voilà, c'était juste un tout petit mot économique parce que j'ai oublié d'aborder ce sujet-là. Parfait. Merci Laurent pour ce complément. Voilà. Bon, et du coup, je la refais. Je vous souhaite, je souhaite à tout le monde une très bonne soirée et encore une fois, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Voilà. Bonne soirée à tous. Mathieu, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.